toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouvel épisode du Mutafukast, l'émission qui revient sur l'ensemble de la saga Mutafukast de Run publiée au label 619. Aujourd'hui, on vous propose un épisode bonus sur la question de la fabrication d'un album en compagnie de Run. Salut. Salut Arnaud. Puisque, en fait, aujourd'hui, on se situe où ? À Gand, à Graphius. Graphius, qui est donc un imprimeur. Tout à fait. Qui, aujourd'hui, est en train de s'occuper de l'impression de MFK2 Exactement. tome 2. On est au calage machine. Donc voilà, donc on profite en fait d'avoir des longs temps d'attente, puisque Ren, tu nous expliqueras un petit peu le process et tout ce que ça implique juste après, mais on en profite donc d'avoir du temps devant nous pour faire cet épisode spécial consacré donc à la fabrication d'un album de bande dessinée en prenant ta prochaine sortie en exemple concret. Et du coup, ma première question, Ron, c'est est-ce que à partir de quel moment on commence à réfléchir à la conception de l'album, puisque pour MFK2, j'imagine que tu penses dès le départ à sur quel type de papier tu vas imprimer, quel type d'effet tu veux appliquer. Tout ça, c'est des choses qui se réfléchissent forcément en amont avant même de produire les planches. Effectivement, d'autant plus que sur MFK2 tome 2, je voulais renouer avec l'ADN des premiers tomes de Mutafukast, à savoir des ruptures graphiques et du changement de papier. Et le changement de papier, c'est pas quelque chose que tu peux improviser comme ça au dernier moment, tout simplement parce qu'un album de BD, c'est constitué de feuillets de 16 pages. Tu vois, et là, tout à l'heure, on est allé voir un calage, ils sortent des grandes pages, et dans ces grandes pages, ils font donc un feuillet qui est constitué de 16 pages, comme je viens de le dire. Et du coup, si tu veux changer de papier, tu peux pas faire ça à n'importe quel... tu vois, il faut que ça soit un feuillet qui corresponde à un changement de papier. Donc, en gros, il faut faire des multiples de 16. Donc, c'est un calcul mental bête et méchant. Tu peux parfois te permettre de faire un feuillet de 8. De 8, ouais. Tu vois. Mais du coup, ça fait que ta plaque offset, tu utilises que la moitié. Et comme il faut 4 plaques offset pour faire une feuille complète, forcément, si tu utilises que la moitié, c'est un peu du gâchis. Donc, financièrement, quand tu fais des feuillets de 8, c'est pas terrible. Néanmoins, t'es obligé, si tu veux faire un changement de papier, de prendre en compte ces contraintes techniques, quoi. Tu peux pas d'un coup te dire tiens, je vais changer de papier sur 3 pages et puis ensuite je reviendrai à un papier comme ça ou toi. Faut vraiment comprendre comment est conçu un bouquin pour pouvoir faire ce genre de choix. D'accord, mais alors justement, ce que tu mentionnais, les plaques offset, en fait, c'est parce on est dans un type d'imprimeur assez particulier. Ouais. C'est pas un imprimeur numérique, là, c'est un imprimeur qui fonctionne avec des plaques. C'est ça, ça s'appelle un imprimeur offset, donc ouais. Ça marche. Donc, comment ça marche hein ? Ça marche sur des plaques cyan, magenta, jaune, noir. Tu vois, sur du numérique, on est en RVB. Alors, je sais pas si ça va pas être trop technique pour les gens qui nous suivent, mais du RVB, c'est du rouge, vert, bleu. En fait, c'est les pixels que tu as sur ton écran. Et quand tu imprimes en numérique, t'as pas de plaque offset. Donc, ça veut dire que quand tu imprimes en numérique, la qualité est moindre. Néanmoins, tu peux faire des tirages beaucoup plus petits. Si tu dois faire 50 flyers, tu peux le faire en numérique sans aucun problème. Donc, il y a des imprimeurs en numérique qui sont spécialisés. Des fois, il y a même des petites boutiques qui ont pignon sur rue, genre copie, je sais pas quoi, et qui peuvent te sortir des impressions numériques. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même assez commun. Et d'ailleurs, je dis que la qualité est moindre. Oui, elle est moindre, mais ils ont quand même fait beaucoup de progrès par rapport à moi, le numérique, quand je l'ai connu au début des années 2000, c'était pas la même chose. Mais là, par contre, l'impression offset, c'est déjà pour sortir des grosses quantités. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, tu peux pas sortir des petites quantités. C'est-à-dire que si tu dois faire des tirages, tu vois, à 300, il vaut mieux te tourner vers le numérique parce que sur l'offset, les coûts de plaques, etc., sont tellement élevés que si c'est pas rentabilisé par un tirage conséquent, ça vaut juste, c'est pas la peine. Donc c'est pour ça que par exemple, sur MFK2 tome 2, tout à l'heure on est allé au calage de la couverture spéciale Fnac. Je sais qu'il y a des gens parfois qui disent ouais, c'est pas cool de soutenir les grosses structures, il vaudrait mieux faire des couvertures spéciales pour des libraires indépendants. Moi, dans l'idée, je suis d'accord, sauf qu'un libraire indépendant ne va jamais pouvoir se positionner comme la Fnac le fait sur un achat ferme de 1000 exemplaires, tu vois.
Parce que en dessous de 1000, ça commence à être pas très rentable de procéder, tu vois, en offset. Donc voilà, à partir du moment où, tu vois, s'il y avait des libraires qui, moi, ça, au contraire, je serais ravi de faire plusieurs couvertures pour des libraires indépendants. Néanmoins, il faudrait qu'ils prennent une certaine quantité pour que ça soit réalisable, en fait, tout simplement. Et il n'y aurait pas une option de faire un petit tirage, mais du coup, de passer en numérique pour cette édition, mais ça réduirait la qualité alors de... Et ça serait très compliqué parce qu'en termes de main-d'œuvre, tu vois, il faut changer de machine. Tu vois, quand ta couverture ensuite, elle doit être cartonnée, donc ça veut dire qu'il y a tout un process. Donc ça voudrait dire que si le mec il en prend 100, bon déjà il faudrait faire imprimer ailleurs, il faudrait le faire venir ici. Ensuite il faudrait changer à la mano. Tu vois, en fait c'est une usine à gaz pour pas grand chose. Et là on a de la chance. Bon là il se trouve qu'on est en été, mais on a même eu de la chance de pouvoir faire l'aura chaud comme on a prévu de le faire. Parce que sur la couverture, il y aura un aura chaud pour la version régulière. Parce que, tout simplement, les délais sont extrêmement courts dans le sens où tout le monde veut imprimer pour la rentrée, là, tu vois. Donc là, on pourrait juste un calage, là, par exemple, pour imprimer toutes les pages offset sur Condamat, qui est un des types de papier qu'il y a dans la BD, il faut 9 heures de calage, tu vois. Donc c'est non-stop, les machines bossent non-stop. Si on devait faire plusieurs couvertures avec du numérique, dans l'idée, oui, ça pourrait éventuellement être possible, mais ça veut dire, il faudrait... t'as vu comme ça va vite pour sortir 100 covers, arrêter la machine, aller changer le process, redémarrer la machine. Enfin, tu vois, ça serait... En fait, ça rajoute beaucoup d'étapes et de contraintes. Énormément d'étapes, et puis en plus, encore une fois, faire imprimer chez un imprimeur numérique des covers, donc ça veut dire, t'as vu le format en plus, parce que les feuilles c'est pas juste du A4 ou du A3, hein, c'est plus grand que ça, donc je sais même pas s'il y a des imprimeurs numériques qui proposent ce genre de tirage aussi facilement, donc ouais, ça serait, en tout cas c'est pas réalisable dans le process actuel, quoi. Ok, donc pour revenir sur un peu le processus de fabrication sur les planches, donc tu dis qu'il y a des plaques offset. Qu'est-ce que c'est ces plaques, en quoi elles sont faites et qu'est-ce qu'on retrouve dessus, puisque tu dis donc il y en a 4 types, donc avec le système CYMN, c'est ça? Ouais, c'est des plaques d'aluminium qui sont, t'as vu, semi-rigides, quoi, qui doivent quand même pouvoir se plier un minimum pour les rotatives, mais oui, t'as 4. En fait, c'est ce que je disais, donc pour tout ce qui est numérique, c'est RVB, c'est la couleur des pixels qui s'affichent à l'écran. Mais pour de l'impression, donc tu as 4 plaques. En fait, avec ces 4 couleurs-là, tu peux faire toutes les couleurs que tu veux. C'est le cyan, donc qui a un bleu, le magenta qui a un rose très très dense qui paraît presque rouge en fait quand tu le vois couler dans les machines, un jaune et un noir. Avec l'assemblage de ces 4 couleurs, tu fais toute la palette colorée qu'il y a dans une BD, quoi. Donc, et en fait, ton papier passe d'abord par le noir, ensuite passe par le magenta, ensuite par le cyan, et ensuite par le jaune, et ensuite, hop, il sort. Donc, en fait, en gros, il faut s'imaginer, on va dire, des espèces d'entonnoirs, je dirais, où il y a de l'encre qui coule en permanence. Et qui vient s'immiscer sur la, tu vois, sur la plaque. Il y a le papier qui passe dessus et en fait, à chaque endroit de la plaque, il y a un niveau différent de chaque encre. En fait, c'est ça, tu paramètres à quel pourcentage de telle encre tu vas avoir à chaque point. Alors, en règle générale, ce qu'il faut... Alors, c'est toujours difficile d'expliquer des process industriels quand on n'a pas l'image, parce que quand tu vois l'image, mais après, c'est facile à comprendre. Je vais essayer de mettre des photos, des petites vidéos que j'ai prises dans l'article du podcast pour que les gens puissent un peu s'y référer. Bon, en tout cas, toi, une fois que tu as, par exemple, la plaque jaune, on part sur la plaque jaune. La plaque jaune, tu vois, c'est plus ou moins jaune. Des fois, il y a tu vois, des fois, il y a du 100% de jaune sur ta plaque. Et puis des fois, tu as du 20%, du 10%. En fait, ça dépend de comment tu as fait ton fichier. Mais ça, en règle générale, les auteurs ou les dessinateurs, ils se rendent même pas compte. Eux, ils font leur truc Photoshop. Ensuite, le fichier Photoshop, quand il part en TIFF, ici, il est séparé en 4 couches différentes, tu vois.
mais c'est pas toi en tant qu'auteur qui va y réfléchir forcément. Qui y réfléchit, tu vois. Toi, tout ce que tu fais, c'est juste essayer d'avoir les couleurs les plus cool sur ton écran. Maintenant, une fois que tu as ta plaque, c'est là que tu vois. Tout à l'heure, d'ailleurs, je regardais ma plaque, je disais, ah tiens, je savais pas qu'il y avait autant de cyan sur cette case-là, tu vois, par exemple. Je m'en rendais pas compte, tu vois. Et puis des fois, tu as du cyan, donc tu vois que le cyan, il va être à 100% mis dessus. Puis des fois, tu vois des endroits où il y en a très très peu. Donc là, tu imagines qu'il doit y avoir 10%, 15%, voire 5, voire 3%. Des fois, c'est presque invisible, mais c'est ça qui va faire que tu vois, superposé avec les autres couleurs, ça va créer la teinte voulue. Et ça, pour ce faire, normalement, quand l'imprimeur il reçoit les fichiers, il n'est pas supposé commencer à toucher, parce que lui aussi, il peut régler la densité de cyan, de magenta, de jaune, de noir qu'il peut mettre, lui, de son côté, tu vois. Mais ça, il n'est pas censé y réfléchir, tout simplement parce que avant d'envoyer un fichier ici, à l'imprimeur, nous, on fait des GMG. Et en fait, des GMG, c'est des épreuves certifiées. C'est tout simplement... Alors nous, on fait ça chez Colorway à Roubaix. Visiblement, il y a beaucoup de boîtes et beaucoup de maisons d'édition qui bossent avec eux à Roubaix. Alors, je sais pas comment ça se fait là, comment ça se fait qu'ils sont là. Ils sont juste en face d'Ankama, en fait. Et en gros, eux, ils font une épreuve numérique, pour le coup. C'est une épreuve numérique, mais qui est certifiée. C'est-à-dire que quand ils nous montrent l'épreuve, on peut, nous, de notre côté, ajuster en disant « Ouais, c'est peut-être un peu trop sombre, c'est peut-être un peu trop rouge, peut-être on jouerait avec telle et telle nuance. » On rebosse nos fichiers, on le renvoie au GMG. Et une fois que le GMG, on a ce qu'il nous faut, ça nous convient, l'épreuve nous convient, à ce moment-là, on la signe et on l'envoie chez l'imprimeur. Et l'imprimeur, cette épreuve-là, pour lui, elle lui sert de référence, de modèle, pour pouvoir régler sa machine. Parce que sur une épreuve GMG, bon, tu as l'image, toi, en tant que dessinateur, où tu dis, ouais, c'est les bonnes couleurs et tout, mais sur le côté de ton image, tu as une série de codes avec plein de carrés de couleurs. Et en fait, lui, l'imprimeur, quand il va régler sa machine, il va se caler sur cette espèce de mire, tu vois, c'est ni plus ni moins qu'une mire colorée, hein. Lui, il s'en fout du dessin. Lui, il va se caler juste sur le côté crypté, à côté, pour que sa machine rende à peu près la même chose que ce qu'il y a sur les GMG. Et d'ailleurs, tu remarqueras, c'est que quand on regarde les épreuves, moi je regarde avec le compte-fil, je regarde le dessin, tu vois. Mais les mecs, eux, quand ils vérifient avec le compte-fil, ils mettent le compte-fil, ils posent le compte-fil sur les carrés. Sur les carrés. Les dessins, c'est pas leur problème en fait. Est-ce que c'est ces carrés de couleurs que tu vois donc sur les côtés de l'image de la planche, en fait, ça veut dire que en gros sur chaque ligne va y avoir une quantité de données de cyan, de magenta ou de bleu qui est appliquée. Le mec vérifie en fait. Et c'est en fait en faisant comme ça que tu vas avoir après l'ensemble des couleurs qui se superposent et qui donnent ton rendu. C'est ça, c'est-à-dire que sur le côté de l'image, tu vas avoir par exemple, il y a au moins un carré pur de chaque couleur. Un carré pur jaune, un carré pur cyan, etc. Et le mec, en fait, ce qu'il va regarder, c'est déjà, est-ce que le carré est pur? Avec son compte-fil, il va regarder si il manque pas des petits points de trame ou quoi dans le jaune, par exemple. Donc, il va regarder si le jaune, il est 100% jaune, si le magenta, il est 100% magenta. Au cas où il manquerait des petits trucs, il va virer les feuilles et il va rajouter de l'encre. Tu vois, donc c'est comme ça que lui, il vérifie que tout est OK. Voilà. Et donc, ouais, c'est un boulot qui est très technique. Et des fois, là, par exemple, pour la cover Fnac, t'as bien vu, c'est que l'épreuve qui est sortie de la machine, elle était OK, mais il n'y avait pas encore le vernis mat à poser dessus. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut pas oublier de demander une simulation vernis mat, parce que le vernis mat sur une couverture a tendance à rougir un peu les couleurs. Donc, une épreuve qui te paraît tout à fait bien quand elle sort de la machine, tu te dis, écoute, nickel, la couleur est super. Il faut anticiper le vernis mat qui va un petit peu enterrer tes noirs. Les noirs vont être un peu moins contrastés, un peu moins noirs finalement, et rougir un petit peu. Par exemple, le marron, il va se teinter un peu davantage de rouge. Donc, quand c'est comme ça, tu dois demander au gars d'aller faire une simulation vernis mat, et quand il revient avec l'épreuve, t'as bien vu, c'était un peu emmerdant parce que d'un coup l'image était un peu moins contrastée, un peu plus terne et un peu plus rouge. Donc quand c'est comme ça, tu demandes au gars de baisser la valeur de magenta
tu vois, pour retirer un peu de magenta. Donc du coup, ton rouge paraît un peu plus orangé. Mais une fois que le vernis est passé dessus, il récupère du rouge. Donc, ces trucs-là, c'est toujours un peu difficile. Par contre, sur la couverture régulière, il n'y a pas eu le même problème parce que elle est à dominante violette. C'est un peu moins gênant que quand c'est à dominante jaune, par exemple. Parce que quand c'est à dominante jaune, ton illustre, d'un coup, elle devient un peu plus orangée. Quand c'est à dominante violette, c'est un peu, ça continue. En tout cas, moi, ça me gêne moins, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et là, c'est vrai que comme le dos de la BD, enfin la 4e de couve, pardon, et le dos d'ailleurs aussi de la BD, ce qu'on appelle la tranche communément, sont rouges. Le fait que je baisse le magenta faisait que on commence à arriver vers le orange, donc il fallait faire attention. Donc là, pour le coup, on pouvait baisser la valeur de magenta d'un côté de l'image et moins de l'autre. Enfin, tu vois, il y a des micmacs comme ça. Mais c'est pas net, c'est un petit peu plus en dégradé, on va dire. Alors, là, on parle de ça, c'est très technique. Le mec, il aurait eu la BD dans les mains, même si elle était un peu plus rouge. C'est toujours un peu plus rouge pour moi. C'est pas pour, tu vois, le lecteur. Après, ça se voyait quand même quand on avait le tirage, du coup, donc une feuille d'impression test. Oui, mais tu l'aurais jamais vu, toi, la feuille d'impression, si t'arrivais en librairie. Donc, tu aurais pas pu faire le comparatif. Oui, c'est sûr. Oui. Oui, effectivement. Mais ça veut dire qu'effectivement, entre la version de travail et la version imprimée finale, il y a quand même peut-être des, parfois, ça dépend après d'à quel point tu peux être tatillon ou chiant, mais des dizaines d'intermédiaires de couleurs, de variations de couleurs différentes. De toute façon, il y a toujours des différences parce que même ton GMG, même si c'est une épreuve certifiée, tu peux pas avoir ça reste du numérique. Tu peux pas avoir la même chose. Tu peux t'en approcher un maximum, mais tu peux pas te dire, OK, le GMG est bon, on aura exactement la même chose sur l'épreuve offset. Non, on va s'en rapprocher. Tu vois, mais et puis après il y a plein de facteurs différents, tu vois. Un auteur, quand il bosse sur son écran il est quand même lumineux, tu vois, c'est rétroéclairé. Il aura jamais le même résultat que sur son écran, c'est jamais d'avis, ça n'arrive pas. Donc il faut toujours trouver des stratagèmes. Alors nous, au label 619, il y a Yuck qui bosse beaucoup là-dessus, il s'est spécialisé là-dedans, il a un écran calibré, etc. Moi, je le faisais avant. Quand j'étais chez Ankama, je bossais beaucoup là-dessus parce que moi-même étant auteur, c'était quelque chose qui m'avait énormément frustré. Du coup, je m'étais dit, pour pas reproduire la frustration, je vais faire le même process pour tous les auteurs qui bossent avec nous. Donc, le truc consiste à faire en sorte que ce qui sort de l'imprimeur, ça soit le plus proche possible de ce qui est dans leur écran. Sauf que si on prend le fichier tel quel, le fichier que eux nous envoient, jamais de la vie, on aura ce que le mec avait sur son écran. On serait beaucoup trop sombre. Donc, il y a un petit peu de chromie à refaire. Donc, en fait, Yuck, comment il procède, c'est qu'il a un écran grand public et un écran calibré. Il regarde ce que ce que l'auteur a sous ses yeux et il essaye de faire en sorte que sur l'écran calibré, on a à peu près la même chose que sur l'écran grand public. Tu vois. Et ensuite, on fait les GMG. Et ensuite, une fois que le GMG est validé, ça part à l'impression. Ça t'arrive aussi de devoir modifier, de modifier le niveau de couleur sur les planches en plus de la couverture. Si à un moment, par exemple, quand on y était ce matin, t'as dit OK, t'as signé tout de suite. Ça serait trop compliqué sur les planches. Parce que comme c'est un feuillet de 16 pages et que sur 16 pages, parfois t'as 3 ambiances différentes, si d'un coup tu décrètes qu'il faut moins de rouge sur cette scène-là, ça sera moins de rouge sur toutes les scènes. Sur l'ensemble des 16 pages de la plaque concernée. Donc c'est un peu plus c'est un peu plus touchy de demander vraiment de baisser, sauf s'il y a quelque chose qui te saute aux yeux et que tu dis putain là l'ensemble il me paraît être passé sous le soleil tu vois de Californie pendant 15 ans. Mais non, ça n'arrive pas, tu vois, parce qu'aujourd'hui quand même les imprimeurs ils sont tu vois on n'est plus au 18e siècle hein. Et en plus, les GMG font que c'est quand même cadré, quoi. Oui, et c'est pensé, le GMG pense aussi pour justement ne pas perdre de temps chez l'imprimeur à devoir tout modifier. Exactement. Et puis en plus, en fait, même pour la couverture, t'as vu quand elle est sortie sans le vernis, ça allait très bien, en fait. J'aurais pu le valider comme ça. Sauf que moi, je sais d'expérience. T'as eu l'intuition. C'est même pas l'intuition, c'est l'expérience, en fait. Ouais. Je sais que d'expérience, le vernis va rougir un peu. Donc voilà. Donc même un truc que tu as sous les yeux que tu pourrais valider tel quel, il faut toujours anticiper à quoi il sert. Et là, en l'occurrence, sur des planches de BD, il n'y a pas de vernis mat qui passe dessus. Donc ce qui sort, c'est ce qu'on aura. Donc
Mais ça pourrait être plus différent si par exemple, je prends l'exemple du Low Reader 1 avec les Pantone. Là, il y a des choses spécifiques à régler pour quand tu fais ce genre d'impression avec ce type de... le seul truc, la seule raison pour laquelle on était au calage de Low Reader 1, c'était de s'assurer qu'il n'y ait pas, pour le coup, de problème de calage. C'est-à-dire un petit décalage dans la couleur Pantone, tu vois. Mais encore une fois, on bosse plus aujourd'hui comme on bossait il y a encore 20 ans, tu vois. Donc, c'est très... même moi, je suis encore surpris. Là, tu vois, tout à l'heure, on a vu une machine. Je te disais, bah, cette machine-là, j'ai jamais vu. Tu vois, c'est encore un progrès. C'est pour éviter que le mec, il se pète le dos à déposer des feuillets toute la journée. Tu vois, là, maintenant, il y a un bras robotique qui le fait à sa place. Et lui, le gars, il est juste là pour poser quand même les feuillets dans l'ordre avant qu'ils soient reliés les uns aux autres, quoi. Ah, parce que ça, c'est la prochaine étape, en fait. C'est-à-dire, donc, ta plaque qui est appliquée au niveau, donc, des distributeurs. Je sais pas comment on appelle ça, mais les distributeurs. Ouais, j'appelle ça des entonnoirs, mais tu vois, ça ressemble à ça. C'est des rouleaux, quoi. On va dire, allez, on va dire des rouleaux. C'est difficile d'expliquer ça. Donc, ta page est imprimée. Sur ta page, avec cette grande page, tu fais un feuillet de 16 pages. Et ensuite, ton feuillet de 16 pages, il doit être relié à d'autres feuillets de 16 pages qui constituent l'ensemble de ta BD. Donc, tu vois, c'est un process qui est assez long. Hein. Donc, d'abord, tu fais 16 pages. Ensuite, une fois que c'est bon... Déjà, cette planche de 16 pages, elle va être pliée alors pour que ça fasse le feuillet. C'est ça va être plié. Il y a une machine qui s'occupe il y a la grande page. Donc ça veut dire c'est pas la même machine qui fait tout, hein. Non, donc t'as une machine qui imprime, voilà, ensuite t'as une machine pour chaque étape presque. Voilà, c'est ça. Donc t'as des je sais pas comment ça s'appelle, les trucs motorisés là, les transpalettes là qui se promènent avec des masses et des masses de papier. De papier, ouais. Et donc ensuite ces pages là imprimées, elles s'en vont vers une autre machine qui elle est une plieuse. Et donc à l'entrée, tu mets tes grandes pages, et à la sortie, ça ressort en feuillet plié. Tu vois, mais juste plié et massicoté, mais pas encore ficelé, quoi, j'ai envie de dire, hein, tu vois, pas encore relié. La reliure, elle se fait après, elle se fait sur encore une autre machine où tu vois il y a des petites bobines de fil au-dessus et tu sais que ça c'est la relieuse, quoi. Et donc là, en l'occurrence, t'as à l'entrée de la machine, j'ai peur que ça soit chiant pour les auditeurs, mais à l'entrée de la machine, t'as un gars qui s'occupe de mettre les feuillets dans l'ordre, parce que des fois, je sais pas si t'as déjà remarqué, mais certaines BD sur Twitter, t'as des mecs qui font ouais, comment ça se fait que j'ai des pages à l'envers, ou ouais, comment ça se fait que j'ai 2 fois le même feuillet. Alors ils disent pas le même feuillet, mais souvent ils remarquent qu'il y a un chapitre, par exemple, qui est en 2. En fait, c'est que tout simplement, le mec qui a ce poste-là, il a oublié, enfin, il a mis 2 fois le même feuillet, quoi. Donc il y a cette machine sur laquelle donc il y a le préparateur qui s'occupe de placer les feuillets dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est ça. Ouais, en gros, il faut imaginer une grande machine et allez, on va dire une espèce de rail avec comment expliquer ça, comme pas des stands, mais si des espèces, des emplacements au-dessus desquels il y a le feuillet qu'il faut bien mettre devant. Tu vois, et ensuite, une fois que c'est bien mis, une fois que tous les feuillets sont mis dans l'ordre devant, la machine les embarque et les empile et les fait relier. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut pas se planter. Mais bon, a priori, tout est cadré. Mais tu vois, il y a quand même ce facteur erreur humaine qui existe malgré tout, même si c'est quand même assez rare. Hein, ça arrive parfois que certaines BD, t'as un feuillet à l'envers ou un feuillet en double. Des choses comme ça, j'ai déjà vu passer ça, mais bon, ça reste relativement rare, mais c'est lié au facteur humain, hein, tout simplement. Et c'est surtout que s'il y a la moindre erreur qui est commise à telle ou telle étape du procès de la chaîne de fabrication, en fait, ça se répercute alors sur tout un lot, ouais. Sur potentiellement en fait des centaines de bouquins qui après, en fait, ah ouais, c'est sûr. Même t'as vu là quand on passe dans les allées, il suffit que tu renverses ton café sur une pile de feuillets ou même pas de feuillets, tout simplement de feuilles empilées, et puis c'est bon, t'es parti pour tu vois 500 livres qui vont être tachés, quoi. Une fois que ces feuillets ils ont été donc reliés, ouais, merci, j'étais en train de chercher un truc avec la couture, mais ça ne marche pas. Une fois qu'ils sont été cousus, ouais, voilà, cousus ensemble, c'est quoi la prochaine étape?
Bon, ensuite, la prochaine étape, c'est donc, imagine tous ces feuillets qui sont reliés, qui constituent l'intérieur de ton livre. Il faut maintenant rattacher ça à une couverture. Donc, voilà. Ouais. Et on avait déjà parlé dans un podcast précédent, mais une couverture n'est rattachée à l'intérieur du livre que par les pages de garde. Tu vois, des fois, si tu te fais une image d'Épinal et tu demandes à n'importe qui de dessiner comment est fait un livre, il va fatalement coller ces feuillets, en tout cas le bloc intérieur, au dos de la couve. Tu vois, ce que les gens appellent en général la tranche. Tu vois, c'est sûr. Alors que c'est le dos, quand même. C'est toujours le dos. Ça s'appelle le dos. Ouais. Mais parce que le dos, en fait, les gens confondent avec Oui, la oui, quatrième de couve. Ouais, c'est tout un bordel. Mais c'est un Tetris de mots, en fait. Mais en fait, non. Quand tu regardes une BD, quand tu ouvres une BD en grand, tu peux constater que tu peux placer, par exemple, une baguette, tu vois, entre l'intérieur, le bloc interne de ta BD et le carton de la couverture. Et le carton de la couverture, tu peux y faire glisser sans aucun souci une baguette. Tout simplement parce que... Alors une baguette genre pour manger les sushis, pas une baguette de pain, que les gens se disent pas non plus que c'est un énorme trou. Toi, tu penses à ça. Oui, non, mais oui, moi je pensais effectivement à une baguette, une baguette japonaise. Mais et en fait, le bloc interne est relié à la couve juste par les pages de garde. Ce que tu veux dire, c'est que en fait, donc cette page de garde là vient en fait envelopper l'ensemble de tes feuillets alors. Bah, enveloppé, non, parce que... Non. Enfin, pas complètement, mais elle se met quand même au-dessus et dessous, justement, pour faire une forme de... c'est quand même le liant, en fait, avec le carton de ta couverture. Ouais, mais elle enveloppe pas. Tu vois, elle est attachée par une page au bloc. Ouais. Et le versant opposé est attaché au carton de la couverture. Et de l'autre côté, c'est identique. D'accord, ouais. Tu vois, mais de toute façon, n'importe qui là qui nous entend parler, s'ils ont tenu jusque-là, ils vont dans leur bibliothèque, ils ouvrent n'importe quelle BD à couverture cartonnée, évidemment, parce que c'est pas du tout la même chose pour une couverture souple, et ils verront comment ça se passe. Ils verront que s'ils tiennent leur BD à l'envers par la couverture, bon, attention, ça risque de niquer le dos, mais ils verront que l'ensemble n'est relié que finalement par les pages de garde. D'accord, très bien. Et ça, il y a aussi donc une machine qui s'occupe alors de les apposer. Comment est-ce que tu... Alors c'est ça, en fait. En gros, une fois que c'est cousu, je crois qu'il y a quand même une colle qui est mise pour renforcer tout ça. Ce bloc-là, donc il y a une machine qui est je sais plus comment ça s'appelle cette machine. D'un côté, tu rentres les couvertures, de l'autre, tu rentres l'ensemble du bloc intérieur, donc qui est cousu et collé. Et c'est assemblé, donc la couverture se met à califourchon sur le bloc qui est posé à la verticale, et puis ensuite donc le bouquin avec la couverture continue son chemin. Une autre machine vient pincer le dos, donc ça s'appelle pincer le dos. Sur une BD, vous avez toujours une espèce de petite rigole là sur le côté gauche. Bon bah ça c'est un pinçage. Donc ce qui est marrant, c'est que j'ai constaté que nous, les BD qu'on sortait avant la Belle 619, elles étaient un peu plus pincées. Elles étaient un peu moins pincées, pardon, que celles qu'on sort actuellement. Donc ça, c'est relatif à l'imprimeur en règle générale. Mais du coup, quand c'est moins pincé, tu peux plus facilement ouvrir ta BD en grand. Tu vois, quand c'est pincé un peu plus, t'entends un petit craquement qui est un peu désagréable. Moi, je préfère quand c'est un petit peu moins pincé. Le truc est beaucoup plus, j'ai envie de dire, je préfère en fait la sensation. Là, je sais que chez Graphius, ils ont tendance à pincer peut-être un peu fort le dos. Mais bon, après, là, vraiment, c'est du détail de détail. Hein. Et ça a une importance pour le livre en tant que tel, ou c'est juste vraiment quelque chose d'un peu cosmétique Ah non, c'est pas cosmétique, c'est pour venir de bien, C'est pour que l'ensemble du contenu intérieur puisse se caler bien, en fait. Se cale bien, voilà, c'est ça. Et pas que ça manque de s'éparpiller. Ouais, c'est ça. Et parce que parfois, on observe aussi sur certaines grosses BD notamment, que t'as une sorte de tissu aussi qui vient englober le tout, enfin, qu'il y a des choses qui viennent en fait. Un dos toilé, tu veux dire? Non, pas sur le dos, mais justement sur la partie du... Ah oui, c'est un renfort en plus. Alors, c'est des coûts supplémentaires qui sont pas forcément nécessaires. Il y a aussi ce qu'on appelle... comme autre option de fabrication, tu peux aussi avoir un tranche-fil, qui est une espèce de petite partie de tissu cousu, tu vois, en haut du bloc papier,
et qui sert à renforcer aussi la fabrication et qui a un petit ajout luxe, tu vois, auquel tu peux rattacher un signet. Là, pour le coup, un signet, c'est une espèce de marque-page, un ruban de tissu qui vient marquer la page. Donc, nous, dans nos BD, on n'a jamais fait de signet. Attends, je réfléchis, on en a peut-être déjà fait. Si, on en a fait un sur Diary of Inhuman Species. Un bouquin qu'on avait sorti vraiment au tout début de la belle 119 avec Stan Manoukian de Stan Evans. Je crois que c'est plus ou moins le seul où on a mis un signet, et du coup forcément il y avait aussi un tranche-fil, mais c'est tout. Je sais que sur peut-être la prochaine BD de Mathieu Bablé, on ajoutera peut-être un tranche-fil. Je sais que quand on était arrivé chez Rue de Sèvres, un des premiers trucs que nous a dit Nadia, c'est c'est vraiment magnifique votre fabrication et tout. Peut-être juste détail sur carbone et silicium, j'aurais peut-être ajouté un tranche-fil. J'ai dit ouais, c'est vrai que ça aurait été une bonne idée. Donc voilà. Il y a tu peux nous expliquer un petit peu l'impression de la couverture, comment ça se passe, parce qu'en fait c'est aussi parce qu'on a vu que c'était une feuille de papier quand on a fait les tests justement de couleurs. Ouais. Mais en fait c'est ça, c'est qu'en fait un papier qui est collé directement sur du carton. Alors c'est pas, en fait l'impression ne se fait pas sur le carton. Non. Donc t'as bien un carton, je veux dire c'est vraiment du carton gris basique, tu vois, c'est du bon vieux Tonka, tu vois, dans lequel tu peux découper du placo, je sais pas. Et de différentes épaisseurs, sur lequel est apposée la feuille où est imprimée ta couverture. Puis ensuite, tout par un système de coupure et de pliage, voilà, ça vient former ta couverture. De toute façon, tu t'en rends compte aussi, c'est-à-dire que si jamais tu défonces une BD, tu verras bien que sur ta couverture, à l'intérieur de couverture, tu vois pas ce carton gris. Tout simplement parce qu'il y a la page de garde qui est collée dessus. Tu vois, mais si tu arraches la page de garde, tu retrouveras le carton gris. Tu vois. Et de chaque côté, en haut, en bas et sur le côté de ta couve, bah, tu as juste le papier replié. Et par-dessus lequel est collée la page de garde, qui maintient le tout. C'est difficile d'expliquer ça à l'oral parce que moi je vois très bien le fonctionnement. Toi aussi, on a vu les machines et tout. Et après, tu as aussi cette étape sur les couvertures, sur les effets de fab des couvertures. Alors, parce qu'on a vu que, par exemple, dans le cas de MFK2 tome 2, tu appliques un vernis mat. Ouais. Et qu'en fait, ça ressemble à une feuille, presque à une feuille de cellophane ou une feuille de plastique que tu apposes sur le papier et qui va être alors un peu chauffé pour que ça fonde dessus. Comment ouais. Alors, l'utilité de ça, il y a plusieurs utilités. Pour une couverture doit toujours être, on va dire, vernie entre guillemets. Tout simplement parce qu'une couverture, ça va en librairie, c'est transporté, etc. Ça se griffe très vite, ça s'abîme, tu vois. Ça reste, encore une fois, une couverture, ça ne reste que du papier collé sur du carton, tu vois. Donc voilà, nous on préfère le vernis mat au vernis brillant, même si en termes, je veux dire, de rendu pur, le vernis brillant, je veux pas dire que je préfère, mais enfin, j'aime pas l'aspect que ça donne à la BD. Par contre, en termes de couleurs et tout, c'est quand même beaucoup mieux que le mat qui vient ternir quand même beaucoup les couleurs. Mais donc oui, on est obligé de passer par ce vernis, sinon la couverture elle s'abîmerait en 2-2. Hein. Tu la sors 3 fois de ta bibliothèque, elle serait déjà rayée, quoi. Donc rayée et même un peu déchirée, tu vois. Donc ça c'est une option supplémentaire, et comme on en a parlé juste avant, ça il faut prendre en compte aussi, parce que ça peut, non seulement ça ternit tes contrastes, mais ça altère un peu tes couleurs. Et donc là, pareil, par contre, quand on a vu que tu voulais ajuster les niveaux de couleurs, à chaque fois, en fait, c'est pas juste une feuille qui est imprimée, mais que ça quand tu demandes, par exemple, à baisser le niveau de magenta, en fait, t'as une cinquantaine de feuilles qui vont être quand même imprimées, et que le monsieur, il t'en tire une dans le lot à la fin. Et parce que ça peut pas être seconde 1, il change les taux, et puis la machine, tout de suite, elle te rend le résultat. Ça reste quelque chose de mécanique. Donc, faut faire tourner un peu les rotatives, le temps que la machine elle prenne en compte tu vois le dosage d'encre qui va être apposé sur la plaque, et donc il faut laisser tourner un petit peu la machine, et qui va te sortir 50 pages, et puis lui il va choper la 51e pour voir le rendu pour voir les conséquences de son réglage, tu vois. Là où en numérique ça serait page 1, tu verrais la différence tout de suite, tu vois. Ouais.
Et donc là, ça veut dire que, je sais pas si en termes de forfait ou pas, d'un point de vue très contractuel, en fait, tu peux t'autoriser à, par exemple, mettons que tu sois un vrai chieur et que ton rouge, là, tu veux l'ajuster, tu demandes 10 fois, non, je veux baisser le, non, en fait, je veux... Bah, à la fin, ils vont dire... vous êtes un peu chiant. Non, à la fin, ils vont dire, dans ce cas-là, changez votre fichier de base, parce que là, nous, on peut rien faire de notre côté, tu vois. Et surtout qu'encore une fois, il y a un GMG qui est là quand même pour éviter toutes ces étapes. Tu peux faire encore une fois, le GMG, ça te permet de t'approcher au plus proche. Donc, tu peux demander des variations de l'ordre de 3 à 5% de cyan ou machin. Au bout d'un moment, le mec, il va dire, si t'es trop casse-couille, il va dire, mais moi, j'ai un GMG. Le GMG me dit ça, donc j'ai même pas à faire les modifs, tu vois. Normalement, il pourrait te dire ça, le gars. Là, c'est juste parce que les mecs, c'est des pros et puis ils ont envie que tu sois content. Donc, j'ai envie de dire, ils tolèrent quelques réglages. Mais il faut pas faire ça à chaque... tu vois, sinon, le mec, il va te sortir, je pense, et puis tu vas être blacklisté sur la liste des imprimeurs, quoi. Parce que les mecs, il faut qu'ils envoient le boulet, il faut qu'ils bossent. Encore une fois, le calage, il se passe sur 9 heures. Donc, si toi, tu passes 1 heure à casser les pieds à un gars pour 3% de magenta, ça va pas bien te passer, quoi. Quand on a vu aussi quand tu vérifies en fait les couleurs sur les planches, en fait, que quand tu regardes en fait donc les différentes cases de couleurs qui sont sur les bords de la planche, en fait, qui indiquent les différents niveaux de colorisation. En fait, quand tu regardes, alors c'est pas la loupe l'objet, mais c'est c'est le là c'est le compte fil. Le compte fil, voilà, c'est pas le tranché, c'est le compte fil. Que tu t'aperçois en fait en regardant que pour une couleur foncée ou une couleur claire, la différence ça va être juste que la couleur claire ça va être des petits points espacés de blanc, alors que le cyan le plus bleu du coup c'est vraiment que c'est une couleur pleine. Et tu vois aussi parfois qu'un rose, par exemple une couleur un peu rose clair, en fait ça va être des lignes de rouge séparées par des lignes de blanc. En fait c'est vraiment comme ça que ça nous trompe après à l'œil parce qu'on n'a pas une résolution native incroyable. On arrive à dégager toutes ces nuances. C'est une illusion d'optique en fait. Optiquement, tu regardes, si tu regardes au compte fil un marron, tu regardes Willy au compte fil, tu vas voir le délire de points que c'est. En fait, si on mesurait 1 millimètre de haut et qu'on était posé sur une feuille de BD, on reconnaîtrait absolument aucun dessin. On verrait juste des points de couleurs dans tous les sens. Déjà, tu aurais une gerbe pas possible parce que au secours. Mais quand tu regardes au compte fil, quand tu regardes un marron, tu vois des taches de cyan, des taches de bleu, des taches de jaune, des taches de noir qui forment plus ou moins un motif. Ouais, des motifs un peu circulaires, t'as l'impression parfois. Ou des et tu te dis, alors ça s'appelle la linéature, que tu peux faire plus ou moins fine. Alors aujourd'hui, heureusement, on peut faire des linéatures très fines. Mais à l'époque, par exemple, des comics américains, tu vois, qui étaient sortis dans des imprimeries qui faisaient des journaux, la linéature elle était grossière, c'est pour ça qu'on avait des couleurs déjà de toute façon qui débordaient à moitié parce que les calages étaient vraiment faits à l'arrache, je sais pas comment. Le papier devait bouger pendant l'impression, ce qui fait que du coup tu avais des décalages là pour le coup de plaques, on appelle ça des décalages de plaques. D'ailleurs, j'en profite pour dire les gens des fois quand ils essayent d'imiter des décalages de plaques pour faire comics vintage, il faut pas qu'ils fassent un décalage vert ou orange, tu vois, ça n'existe pas. Il y a 4 plaques. Donc, s'il y en a une qui est décalée, elle est soit cyan, magenta, jaune ou noir, tu vois. Elle est pas verte, par exemple. Bon, bref. Mais la linéature était beaucoup plus grosse. Ce qui fait que quand tu avais la couleur chair, par exemple, dans les vieux comics, tu avais quand même les points, ils étaient visibles à l'œil nu, tu vois. Ça faisait blanc avec des points roses qui étaient séparés de manière à ce que, optiquement, on a l'impression que c'était un rose. De loin, ouais, enfin tu vois, mais contrairement à la linéature très fine qu'on a aujourd'hui, où de toute façon, même si tu regardes très proche, tu vas aller voir les petits points. Mais à l'époque, tu n'avais même pas besoin de t'approcher trop, tu les voyais direct. C'était les impressions de l'époque, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière étape, en fait, une fois que le bloc de feuillet et la couverture ont été assemblés, que le vernis a été apposé auparavant sur le carton de la couverture? Il y a encore une étape dont il faut avoir connaissance. Ça dépend. Non, en règle générale, c'est à partir de ce moment-là, c'est OK, mais ça dépend aussi des options que tu as choisies. Par exemple, si tu as choisi un marquage à chaud, le marquage à chaud peut se faire avant le processus d'assemblage de la couverture sur le carton ou après. Et en fait, selon que tu choisis l'une ou l'autre technique, t'as pas le même rendu. Si tu choisis de le faire
après, en dernière étape, bon, il faut pas que tout soit assemblé, évidemment. C'est avant l'assemblage définitif. Définitif avec les feuillets. C'est vraiment juste le travail sur la couverture. La couve, elle est à plat, ok, tu vois. Tu peux avoir ce travail, encore que je me demande si ça se fait pas aussi quand tout est fait. Bon, en tout cas, toujours est-il, quand ta couve est posée sur le carton et que t'as déjà ton vernis dessus, tu peux avoir en dernière étape le marquage à chaud, donc tout ce qui est dorure, tu vois, par exemple. Sachant que quand c'est déjà posé sur le carton, tu auras un rendu un peu moins précis. Mais en contrepartie, tu auras ce qu'on appelle un embossage, une espèce de léger relief. Ouais. Tout simplement parce que quand la machine va venir presser la plaque métallique sur laquelle il y a ton motif, elle va venir enfoncer un petit peu et ton carton et ton papier. Donc, tu as un rendu assez chouette. Hein. Tu peux même faire un embossage en relief d'un côté ou de l'autre. Mais c'est un petit peu moins précis. Et là, dans le cas de MFK2 tome 2, comme notre or à chaud est très très fin et doit épouser parfaitement certains contours de personnages ou d'éléments, on peut pas se courer. Donc, j'ai mis de côté, tant pis, le côté embossé, même si ça m'aurait plu, pour être plus précis. Et à ce moment-là, cette étape-là doit être faite quand la couverture est uniquement sur le papier. Ouais. Tu vois, pas quand elle est posée sur le carton, mais quand elle est sur le papier. Voilà. Donc, ils viennent à poser ce truc-là et ensuite, ça part... Mais c'est aussi fait par une machine, c'est pas fait à la main, on est d'accord. Oui, c'est fait par une machine. Alors, encore que je t'ai montré tout à l'heure, il y avait une vieille machine. Ouais, mais ça, c'était 60, pour faire avec l'embossage. Voilà, c'est pour faire l'embossage et aussi de l'or à chaud, des dorures à chaud. On avait vu même des bobines de matériaux, là. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins que des bobines de plastique, aluminium, métalliso, très fin, orifico, argentique, tu vois. Très fin, tu vois. C'est un peu comme, je dirais, une espèce de... On dirait pas le ruban pour les cadeaux, en fait. Ouais, c'est même encore plus fin que ça, je trouve. Et puis voilà. Et puis en fait, t'as une espèce de plaque métallique avec le relief, un relief assez fort quand même, qui vient percuter cette matière-là, chauffer, qui fait que quand la plaque se retire, tout ce qui a été chauffé reste incrusté sur le papier. Tu vois. Donc c'est comme ça qu'on fait un marquage à chaud. Très bien. Voilà, d'où le nom, marquage à chaud. Et sur Moutafukaz 2, là c'est une première. On va essayer de faire un marquage à chaud qu'on n'a jamais vraiment tenté, qui encore une fois qui prend le contour de certains personnages, qui est censé mettre un petit peu en relief le dessin, quoi. Très bien. Voilà. Eh bien, écoute, Ron, je te remercie pour cet exposé. Ouais, quand même sur la fabrication de l'album, comme dit, le fait avec les photos et les vidéos, je pense que ce sera quand même assez clair. Okay. Je me permets de le dire dans le podcast avant même d'avoir tout mis en ligne, mais je crois que j'ai quand même assez de matériel visuel aussi pour que les gens ne soient pas complètement largués à l'écoute de ce podcast spécial. Et puis ma foi, on se retrouvera pour un épisode plus traditionnel encore sur MFK2 tome 2 pour aborder vraiment dans le fond donc ton histoire, tes personnages et les thématiques de cet album. En tout cas, si le travail vous plaît, tout ce qu'on fait avec ces émissions, à la fois pour faire découvrir donc l'univers de Ron, mais aussi voilà pour vous parler un petit peu en coulisses de comment se fabriquent tout simplement les BD que vous aimez lire, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir en partageant l'émission sur les réseaux sociaux, en parlant autour de vous, en commentant également. Et ma foi, aussi, si vous voulez nous soutenir sur Tipeee pour qu'on puisse continuer de faire ces émissions à rythme régulier, n'hésitez pas non plus si vous le pouvez. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis Ron, je te dis à très bientôt. Ouais, ciao, merci.